Bonjour et bienvenue à Le Conte vous conte. Après une absence un peu trop longue, nous revoilà un format que j'espère sera plus régulier qu'avant. Mais en même temps, qu'est-ce qui pourrait m'arriver qui de si pire que ça? Mais bon, aujourd'hui, j'ai l'intention de commencer un premier épisode sur une petite série que j'appelle les grands mythes du Moyen-Âge, de région de l'époque médiévale, où je vais parler de l'époque médiévale, aussi d'un peu ce qui est après, afin d'explorer différents mythes, des choses qui sont associées, idées préconçues, faits anodins et autres. Aujourd'hui, pour commencer avec tout ça, c'est assez belle journée, nous allons y aller avec le servage. Chose qui est malheureusement encore fort bien incompris. Donc voilà, pour commencer, allons tout simplement avec les petites idées. Roche? Alors, la chose importante à mentionner, c'est l'attachement à la terre qui permettait de s'enrichir, comme mentionné dans différentes sources. Stagiaire? Bon, je suppose qu'il va falloir que je mentionne l'esclavage puis dire que les serfs étaient soi-disant des esclaves, c'est ça? Très bien. Donc, on va servir de ça pour commencer. On va y aller avec l'esclavage. Les serfs étaient-ils des esclaves? La réponse est non. Tout simplement. Alors, les seigneurs, par rapport aux serfs, avaient de nombreux droits, notamment au niveau de la justice et autres. Mais, tu sais, que là-dedans, les juges, c'est un peu comme... Imaginez qu'un seigneur de base, comme c'était le maire d'une localité, le juge de la localité, la police de la localité, un peu tout. Puis aussi, c'est lui qui perçoit les taxes. Donc, ultimement, c'est ça que des choses se passent, mais... Est-ce qu'il pouvait forcer un cerf à planter ce qu'il voulait? Non. Le cerf était attaché à la terre, mais était libre. Ce qui est... Alors, je sais que ça peut paraître contradictoire pour certains. De l'explication suivante. Le cerf, en autant qu'il ne quittait pas sa terre, il en faisait ce qu'il voulait. Il était taxé sur sa production, notamment sur le blé. Mais sur les autres choses, il faisait ce qu'il voulait. Bon, ça, il faisait quand même du blé parce que payer des taxes, c'est toujours pratique. Puis il y a le fait que ça fait du blé, donc de l'argent. Ça permet de faire du pain. Ça faisait aussi d'autres céréales, ses légumes et ainsi de suite. Puis ça arrivait souvent aussi qu'il y ait des bêtes. Mais bref, un cerf choisissait comment il gérait ses plantes, ses plantations et ainsi de suite. Quel morceau qu'il mettait quoi dedans, comment il gérait sa rotation, sa chair et ainsi de suite, c'était lui qui décidait. Le seigneur avait pas le droit de vie et de mort non plus. Il n'était pas une possession, il pouvait se marier avec qui il voulait bien. En autant que c'était pas de l'inceste, quoique je serais pas surpris qu'on ait vu quelques petits cas filer en douce, mais... Bon. Donc, c'est ça. C'est le cerf, il faisait ce qu'il voulait de sa terre, il pouvait juste pas la quitter. Pour ce qui est de l'attachement à la terre, on rentre dans le détail aussi encore plus de nuances. Donc, un cerf ne pouvait pas quitter sa terre. Évidemment, dans ses descendants, il fallait tout le temps qu'il y en ait au moins un qui reste dessus. Par contre, ça implique aussi qu'il ne pouvait pas en être expulsé. Puis que c'était sa terre. Donc, le seigneur ne pouvait pas juste construire, par exemple, un moulin, un four ou peu importe, dans la terre sa terre du paysan. Parce que s'il voulait faire ça, il fallait l'approbation du paysan. En le cas du cerf, je devrais dire. Vu que c'était la terre auquel le cerf était attaché, puis c'était à lui de la gérer.
Donc, c'était lui un peu qui avait le mot final. Donc, le cerf, ça revient aussi avec la plantation, le cerf a le mot final sur sa terre. Le cerf peut pas être expulsé. Il pouvait pas quitter, mais il pouvait pas être expulsé. Si on voulait mettre ça dans un niveau moderne, c'est comme si votre maison avec son terrain, c'est à vous. Vous n'avez pas le droit de prendre d'hypothèque dessus, mais vous pouvez pas la quitter. Et comme vous pouvez pas la quitter, ça implique aussi que vous pouvez pas en être expulsé. Donc, votre maison, votre terrain est à vous, même si vous payez pas vos taxes, que vous avez des défauts de paiement, qu'une hypothèque sur le char, d'autres affaires sont dues, puis que vous êtes fait servir aux choses, vous avez quand même votre maison. Vous n'allez pas être jeté dans la rue. Vous avez une place vivre. Oui, ça se peut qu'ils vous coupent l'électricité jusqu'à temps que vous payez, mais vous avez quand même l'endroit où vivre. Vous avez quand même vos draps, lits, et ainsi de suite. Donc, il y avait quand même une certaine sécurité qui faisait en sorte que le sort pouvait être considéré comme désirable par certains. D'ailleurs, je vais revenir pour un cas spécial au Québec, mais c'était pas une mauvaise chose. Et même aujourd'hui, il y a bien des gens que je serais pas surpris qui trouveraient ça une amélioration, surtout avec les problèmes de crise de logement et autres. Bon. Là-dessus, sur l'attachement à la terre, il y a aussi quelque chose qui existait qui était l'affranchissement, mais on parle d'affranchissement de la terre. Donc, évidemment, cette notion-là d'affranchissement a nourri le mythe de l'esclavage. Mais c'est plus que c'était simplement que l'individu et sa lignée n'étaient plus liés à la terre. Donc, pouvait justement la vendre, se déplacer à d'autres endroits, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr, s'il y a une calamité à un endroit, être affranchi pour pouvoir aller à un autre endroit, ça a ses avantages. Mais dans un endroit prospère, pas pouvoir être tassé sur les autres. Donc, selon l'endroit, le moment, et ainsi de suite, l'un ou l'autre pouvait être avantageux. Mais en règle générale, du moins en France, la période médiévale, donc il faudrait que j'aille demain pour vous autres, au long de la période médiévale, il y a de plus en plus de gens et de lignées qui ont été affranchis. D'ailleurs, parlant d'attachement et d'affranchissement, il y a plusieurs cas où des seigneurs étaient eux-mêmes liés à leur seigneurie, à leur terre, et donc avaient leur charge, ce qui faisait qu'eux-mêmes étaient dans une forme de servage. C'est sûr, ça paraissait moins, surtout vu qu'il y avait des missions spéciales qui pouvaient être qui devaient faire partie de l'os du roi, qui était plus probable d'aller en croisade, mais là encore, le cerf de base, s'il décide de faire, ouais, je vais partir du fin fond de nulle part du milieu de la France puis aller au Mont-Saint-Michel, t'as beau être attaché à la terre, c'est un pèlerinage, il n'y a personne qui va te dire non là-dessus. Et d'ailleurs, si quelqu'un essaie de prendre sa terre entre temps, ben, ça aurait pas bien passé. Mais bref, s'il est vrai que c'était pas le... Sûr que avec un continent, sur une période de 1000 ans, c'est pas pareil partout, mais des seigneurs qui étaient attachés à leur terre, c'était une chose. Donc même le servage pouvait même aller en certains hauts lieux, vu que c'était... T'es le seigneur de telle place, faut que tu protèges les gens de cette place-là, que tu fasses tous les autres trucs. Et maintenant, sur une nuance supplémentaire, parce que il y en a toujours de plus en plus, l'accumulation. Les gens pouvaient accumuler de la terre. Donc, supposons, tu es un cerf, tu vois qu'il y a des terres qui sont à vendre, tu peux quand même en acheter. Tu peux être en servage par rapport à une terre, puis quand même aller chercher des terres qui sont non en cas de servage, les accumuler, ou même dans des cas de terre en cas de servage, avec les jeux dynastiques, si ta femme c'est la seule c'était la seule enfant survivante de telle famille qui avait des terres, ben entre le douaire et la dot,
ça fait partie de ta famille, puis là, malheureusement, elle meurt, tu te prends une autre femme, de quoi de similaire arrive, tes terres grandissent, t'as reçu dû à telle ou telle raison, t'as reçu un don de l'église ou d'un seigneur, peu importe, ça s'agrandit, t'as acheté des endroits qui étaient pas en servage, t'as tes autres trucs, ton fils se marie, tu y trouves une épouse, de quoi de similaire à toi, au final, ça peut s'accumuler, c'est arrivé à quelques reprises, et justement, ça a donné des serfs puis même des gens normaux aussi, qui fait, avec l'accumulation générationnelle, ont juste, puis de la chance en termes de culture, sont juste ramassés avec de plus en plus de terre. Au final, ça peut devenir très rentable. Et un cerf qui a cette terre, oui, il est techniquement pas un seigneur, mais il peut quand même être assez aisé, avoir pas mal tout ce qu'il faut, puis avoir des employés d'ailleurs. À partir du moment qu'une terre est assez grosse, un cerf pouvait avoir des employés. Et donc, justement, en théorie, ça donnait des hommes libres au service d'un cerf, parce qu'il y avait juste des terres qui étaient suffisamment grandes. Et donc, avec tout ça, ça faisait en sorte qu'il y avait quand même moyen de devenir assez aisé si on avait si on faisait les bonnes manigances, si on avait la bonne chance. Devenir assez aisé, ça pouvait se faire. Finalement, le cas spécial du Québec qui rajoute encore plus de nuances. Donc évidemment, tout n'est pas tout rose. On va commencer avec un point négatif parce que, en gros, au Québec, vu des faits de la colonisation, le système de servage était encore là parce que même si c'était la Renaissance, il y avait quand même des restants du système féodal. Et justement, parmi les restants du système féodal au Québec, il y avait le système de servage qui était présent en bien des endroits. Et ça amenait un petit problème où, au lieu de faire « Ok, il y a un fils qui hérite de la terre », de faire « On va diviser la terre entre tous les enfants », ce qui donnait des terres de plus en plus petites au fil du temps, ce qui faisait que plusieurs endroits où les gens se suffisaient à peine, et vu qu'ils étaient attachés, ils ne pouvaient pas quitter, ce qui causait des problèmes. Donc, oui, on a eu ces problèmes-là, on ne peut pas le nier. Cependant, il y a aussi des bonnes choses. Plus précisément, l'envahisseur anglais voulait faire de la spéculation sur la terre. Quelle est cette spéculation? Eh bien, tout simplement, acheter des terres, la revendre, parier sur des terres, tous les petits détails de jeu de vente, d'accumuler, genre, je vais prendre une parcelle par-ci, par-là, essayer de faire des magouilles. Ils voulaient faire plein de choses de même, mais évidemment utiliser leur richesse, tout leur argent et le fait d'être un envahisseur en pouvoir pour justement essayer de tasser les gens, les forcer à acheter, et ainsi de suite. Ceci, évidemment, pour les autres personnes normales, aurait créé une inflation du prix de la terre, de quoi que d'ailleurs au Canada, on a eu récemment. Alors, au Québec, l'explosion du prix des maisons, des terres, suite au COVID, puis des bulles financières d'achat de terre, c'était assez horrible. Et ça, c'est un bon exemple de ce qui n'a pas pu avoir eu lieu. Et donc, justement, les gens en étaient protégés. Vu qu'il y a des gens qui étaient assurés d'être dans leur coin, ça faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas se faire tasser, ils ne pouvaient pas se faire arnaquer. Ça les protégeait d'envahisseurs. Par contre, justement, à diviser entre tous les enfants, ça faisait des bouts plus petits. Donc, comme vous voyez, il y a du pour, il y a du contre. C'est très gris, mais c'est intéressant. Et en aucun cas, on parle du Québec au 19e siècle. Si on veut parler d'esclavage, il faut plus regarder dans les villes, dans les manufactures, avec la révolution industrielle, où ce que là, c'était plus c'était pas tant un esclavage de nom, plus que de fait, mais ça sera pour un autre moment.
Bref, en conclusion, tout simplement, c'était pas de l'esclavage, je le dirais jamais assez. Ça pouvait être bien pour bien des gens. Il y avait plusieurs avantages, mais c'est sûr qu'il pouvait aussi avoir certains désavantages. Bref, c'est plus nuancé. J'espère que vous avez apprécié. C'est le premier gros mythe auquel je compte m'attaquer. Et... c'est quoi ça? Non, non. Oh, putain. Ah!